Là, ça va être vraiment l'embouteillage généralisé parce qu'on n'aura pas formé les gens pour faire de la rénovation, donc il n'y aura pas plus de personnes capables de faire ces rénovations. Du coup, ça va faire exploser les coûts de rénovation aussi. Voilà, offre-demande. Et en gros, moi, enfin, ça, c'est juste un avis personnel, mais je pense pas que pour le bien à la fois des propriétaires et du parc immobilier et de la planète, ce soit une bonne chose que cette consultation soit passée. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir et le plaisir d'accueillir Alric Aman. Hello Alric. Tu es partenaire chez FPRE depuis ce début d'année 2025 et puis tu travailles depuis 2021 si je ne me trompe pas, et ingénieur de formation civile. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? On va dans cet épisode parler des critères ESG dans l'immobilier, qui est ta spécialité, donc la durabilité en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire en immobilier? Et puis voilà, peut-être présenter FPRE rapidement et en 2-3 mots. D'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Alric Aman, je suis ingénieur civil, j'ai aussi fait des études d'économie à l'université de Zurich. J'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'ingénieur structure et depuis quelques années, je m'intéresse en particulier à tout ce qui est analyse de données, et en particulier sur des modélisations qui sont liées de près ou de loin à la durabilité au sens large. Donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle Farländer Partner à Zurich. On est une entreprise d'une quarantaine de personnes, qui fait à la fois de la recherche et du conseil. Hem et plus précisément, moi, dans mon domaine, je travaille en particulier sur les modèles de durabilité, donc pour le compte de l'association REMS, qui est une association qui a pour but de mesurer différents critères de durabilité, pour l'ensemble des bâtiments de Suisse et bientôt d'Allemagne. Donc on va s'intéresser aux problématiques écologiques, mais également à tout ce qui est durabilité économique et durabilité sociale, vraiment appliquée à l'immobilier. D'ailleurs, pour quelqu'un qui s'intéresse, je l'ai fait moi-même, c'est assez intéressant avec la maison de mes parents. Et donc de rentrer l'adresse sur EMS et puis d'obtenir Ouais, un rapport complet sur OK. l'objet. C'est fait en 2 secondes, c'est gratuit Ouais. pour les gens. Simplement pour avoir une vision un peu, comment on appelle ça, écologique un peu de sa propriété. Ouais, écologique et puis il y a aussi des critères sociaux, qu'on essaie de mesurer et donc on essaie de mesurer vraiment la durabilité dans son ensemble. Donc on va pas seulement faire un focus sur le bâtiment, mais on peut aussi analyser la durabilité d'une commune ou d'un quartier, sur la base de simplement une adresse. Donc il y a pas beaucoup d'efforts à fournir de la part de l'utilisateur. Le but, c'est de pouvoir rapidement générer, voilà, un rapport de durabilité complet, le plus simplement possible. Ouais, ça fonctionne bien, mais c'est vachement compliqué par contre. C'est vrai? Voilà. Ouais, on C'est facile à essaye obtenir, mais faut le on comprendre. essaye de le simplifier pour le commun des mortels, mais c'est vrai que les rapports actuels, quand on rentre simplement une adresse, on va dire que c'est plutôt des rapports qui sont experts, donc Ouais. dédiés vraiment aux gens qui sont dans la durabilité au jour le jour. On est en train de travailler, moi-même je suis en train de travailler sur une version, on va dire, plus simplifiée, qu'on va pouvoir donner, typiquement à tes parents ou à ma grand-mère qui veut évaluer son appartement, pour vraiment avoir tout en un à 4. Ouais. Tu puisses voir un petit peu ton impact CO2, quelles sont les qualités et puis potentiellement, peut-être aussi les défauts en termes de durabilité sur ton objet. Donc là, on travaille dessus, c'est un petit peu une critique récurrente. On a essayé d'intégrer plein de fonctions, les premières années. Là, ça déborde un petit peu, donc pour les utilisateurs moins avertis, on essaie de proposer, bientôt une version un peu plus simplifiée, ouais. Parfait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les métriques ESG Ouais. que les investisseurs analysent en matière Mmh. immobilière. On parle d'environnement pour l'acronyme ESG, environnement, social, gouvernance. Mmh. En immobilier, les 3 sont pas forcément très clairs, Tout à même fait. pour moi, donc je me Ouais, dis le commun des mortels non plus, certainement. Heu ouais. c'est quoi, premièrement, qui a le plus d'importance ou le plus qui a la plus grosse pondération, je dirais, entre l'écologie, le social et la gouvernance pour un investisseur immobilier dans un portefeuille? Bon, alors ce qui jusqu'à présent intéresse les investisseurs, c'est naturellement la durabilité économique, parce qu'il veut que son bien se loue, il veut que son bien
puisse potentiellement se vendre dans le futur au meilleur prix. Et pour ça, il y a il y a la durabilité économique, on peut la mesurer sur les niveaux de loyer, on peut la mesurer sur l'état du bâtiment, à quel point, voilà, est-ce qu'il va être facile à louer? Est-ce qu'il a par exemple un mix d'utilisation qui est adapté à un emplacement? Heu, donc ça va être c'est souvent le premier critère pour les investisseurs. Et ça, c'est Après, ni le E, ni le S, ni le G, ça. ça c'est non, Ça, ça c'est c'est ni le E, mais nous, du coup, on fait aussi le choix de regarder vraiment la durabilité économique, parce qu'on pense que ça a aussi son importance. Après la durabilité, on va dire écologique, elle va venir aussi indirectement impacter le pilier de durabilité économique. Parce que si un bâtiment est peu écologique, souvent c'est qu'il est mal chauffé, il est mal isolé, et du coup ça peut aussi se traduire par des coûts courants, des coûts de chauffage, qui sont plus élevés. Et potentiellement si je dois louer un certain appartement, disons, dans un bâtiment, heu, mon locataire cible, il va avoir un budget, une enveloppe globale, mais si les coûts de chauffage sont très élevés, bah, ce qui moi va me rester en tant que propriétaire va être plus bas. Heu, donc moi j'ai tout intérêt en tant que propriétaire à avoir, bah, un bâtiment qui est bien isolé, un bâtiment qui est bien chauffé, parce que du coup ça va être des coûts que je vais pouvoir répercuter sur le locataire qui va, au lieu de payer, sur un loyer de 2 000 francs, il va payer, au lieu de payer peut-être 500 francs de charge, il va plus qu'en payer 100. Et du coup, ce delta, il a toujours le même, purchase power, donc il peut toujours, il est toujours prêt à payer ses 2 000 francs, sauf que moi, je vais pouvoir en garder 1 900 plutôt qu'en garder 1 500. Tu Donc arrives à ça réduire les charges d'un bâtiment considérablement avec la rénovation ouais, énergétique? ouais, alors toute la question, c'est on rentre un peu dans le détail, mais toute la question, c'est à quel point je vais pouvoir répercuter, le coût de ces rénovations sur un locataire, si on parle d'un immeuble de rendement. Donc ça, c'est selon les cantons, selon les communes, c'est plus ou moins selon les régions, c'est plus ou moins facile. Et c'est un petit peu c'est la question un petit peu que tout le monde se pose, c'est à la fin qui va payer la facture? Parce qu'on sait qu'on a un objectif à remplir, d'être à net zéro d'ici 2050. Qui va payer cette facture-là? Est-ce que ça va être les propriétaires? Est-ce que ça va être les locataires? Ça va être un peu des 2. Ça, c'est le politique souvent La qui confédération. voilà, qui choisit, quoi. Non, mais je dis ça parce que j'ai fait un épisode avec un administrateur de PPE, du coup, Mmh mh. hein, ce qui n'est pas un immeuble locatif, hein, c'est quand même différent. Et il me dit que c'était assez difficile à baisser les charges de la Ouais, PPE avec une rénovation énergétique du bâtiment parce ouais. qu'il me dit, si tu remplaces ta chaudière à mazout, qui tenait avant 40 ans et tu t'en occupes pas, tu la remplaces par une pompe à chaleur, tu as plus d'entretien, tu as plus de remplacement, tu dois prévoir plus rapidement de la changer. Tu as potentiellement plus de coûts d'exploitation Et sur exactement. d'un point de vue technique, mais on va dire ton prix de l'énergie est plus faible. Ouais. Donc c'est un peu la balance et à trouver, et puis c'est un petit peu au cas par cas selon les PPE. Si effectivement ta PPE, elle reste très consommatrice d'énergie, tu auras beau faire un changement de source de chaleur, bah, tu vas consommer toujours pareil, et puis au lieu de consommer du mazout, tu vas consommer de l'électricité, mais le coût de l'énergie est en gros, pour simplifier, va rester le même. Et du coup, ça a vraiment un intérêt quand tu combines ça aussi à une rénovation de l'enveloppe. Avec une rénovation de l'enveloppe, et quand tu fais de la pompe à chaleur, de aussi combiner ça avec du solaire. Parce que du coup, tu payes beaucoup moins d'électricité. Donc faut toujours voir un petit peu le global. D'une fois qu'on a éliminé la durabilité Ouais. économique, pour un investisseur, c'est quoi le plus important? Entre l'écologie, le social et la gouvernance? Mmh, alors la Déjà, gouver la gou c'est quoi alors les la 3? Ouais. alors voilà, donc la gouvernance, ça va être un petit peu c'est plus au niveau de l'organisation du propriétaire. Donc c'est savoir comment est-ce que, l'organisation qui gère le portefeuille, donc ça peut être un institutionnel, gère en interne, règle en interne, par exemple la séparation des pouvoirs en interne, entre un conseil d'administration, une direction. Donc ça, c'est vraiment des critères qui concernent pas directement le bâtiment. Ça va plutôt être des critères organisationnels sur, on va dire, la bonne gestion interne, d'un organisme, d'une entreprise. Donc c'est pour ça que le G, quand on dit ESG, souvent ça a pas d'effet direct sur un bâtiment. Ça peut avoir des effets indirects sur une stratégie de développement, par exemple, mais on peut pas mesurer le critère de gouvernance, en lui-même sur un bâtiment. Par contre, on peut mesurer d'autres choses. On peut mesurer des critères de sociabilité, enfin de durabilité sociale. On peut mesurer des critères de durabilité écologique. Et durabilité sociale, c'est quoi en immobilier?
Alors, donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup travaillé, aussi avec de nombreux experts et expertes. Quand on parle de durabilité sociale, il y a 4, il y a 4, 4 composantes. Heu, la première composante, ça va être la soutenabilité financière. Ça veut dire, pour un emplacement donné en Suisse, donc une commune, un quartier, combien de personnes qui habitent cette commune, heu et qui habitent en Suisse peuvent se permettre avec leur salaire, donc on a des statistiques sur les salaires des gens qui habitent certaines régions. Combien de personnes, donc à quel point est soutenable mon loyer, donc combien de personnes vont pouvoir se permettre d'être locataires à cet emplacement-là? C'est le revenu par ménage Ça va moyen être le dans la voilà, commune. ça va être on va tenir compte du revenu par ménage moyen, de la commune, également de l'ensemble de la Suisse. Après, il y a une petite pondération, mais en gros, on va regarder, voilà, sur les gens qui habitent typiquement à Vevey, combien de personnes peuvent habiter, un certain bâtiment avec un certain niveau de loyer. Donc ça, c'est un 1er critère. Est-ce que les gens qui habitent ici peuvent vraiment se permettre d'habiter là? Parce que sinon potentiellement ça peut poser problème parce que du coup ça veut Tirer les dire que prix vers le bas. voilà. Ouais. Donc ça c'est le 1er critère. Après il y a des critères de vivre ensemble. Donc est-ce que le bâtiment, est-ce que ça permet de favoriser le vivre ensemble? Donc est-ce qu'on peut vraiment à la fois avoir des interactions potentiellement avec ses voisins, mais en même temps pouvoir gérer son intimité au sein du bâtiment? Donc là il y a pareil, on a des critères très précis pour mesurer ça. C'est marrant ça. Et ça, Hem, c'est à l'échelle du bâtiment, ça? ça c'est vraiment à l'échelle du bâtiment, ouais. Ouais. OK. Mais c'est Heu quoi? C'est une coopérative qui a plus de points Bah, qu'une maison typiquement, voilà, une individuelle ou c'est coopérative ou qui va avoir peut-être une pièce en plus pour pouvoir, je sais pas, échanger entre voisins, bricoler, ce genre de choses. Elle va pouvoir dire: «Bah, OK, moi j'ai ces caractéristiques-là» et puis du coup, il va y avoir nous, on va intégrer ça dans différents ratings et un des ratings justement, ça va être le vivre ensemble, ça va être, à quel point le bâtiment permet de se ressourcer, de se reposer. Donc si on a un bâtiment qui est très exposé au bruit, parce qu'on est à côté d'un aéroport, parce qu'on est à côté d'une autoroute. Est-ce que d'un point de vue social, voilà, est-ce que le bâtiment, il est fait de telle sorte à ce qu'il soit bien isolé par rapport au bruit, par rapport à la pollution olfactive, ce genre de choses? Ça, c'est des critères sociaux. Hem, J'en ai encore. donc vivre ensemble, salaire? Attends, mais je les ai là, hein. Bien sûr. Je les ai pas tous par cœur en tête, mais en gros, ça va être, vivre ensemble. C'est intéressant parce que je me demande si les gens ont, Ah en là, je l'ai, fait, hein. je me demande si est-ce que les gens ont vraiment envie, tu vois? Parce que je me dis avec ce critère vivre ensemble, est-ce que par exemple du co-living, ça ferait du sens ce serait une bonne note si je comprends bien, hein, dans votre analyse à Heu, vous? alors ça, c'est Système de co-living. alors il y a des critères qui sont, on va dire, objectifs. Ouais. Donc les critères objectifs, ça va OK, être: ouais. est-ce que ton plan d'étage, est-ce qu'il est Ouais. flexible? Ça, tu peux assez facilement, objectivement dire oui ou non, ou donner une échelle de valeur. Et après, il y a des critères qui sont plus subjectifs, où on va pouvoir dire: «OK, sur la base d'un sondage entre les locataires, bah, les gens trouvent que, par exemple, le climat du voisinage est plutôt bon». OK. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux, du coup, rentrer. Et du coup, c'est basé sur un critère, on va dire objectif, parce que c'est sur un sondage que tu as fait parmi tes locataires. Et ça permet d'avoir une idée à peu près de où est-ce que tu te situes avec ton bâtiment. Ah ouais. Après, Donc il y a dans d'autres l'analyse des portefeuilles, ouais, vous faites ça? Ça on vous fait arrive de ça, ouais, faire ça? Des ouais, sondages aux ouais, locataires? C'est ouais, intéressant. ouais. Alors nous, on les fait pas directement, donc on donne Ouais. les outils pour que les propriétaires puissent le faire. On va regarder également, j'en ai quelques-uns sous les yeux, hein, convivialité pour les enfants, donc est-ce qu'il y a des espaces de jeu, par exemple, à l'extérieur qui sont sécurisés? Donc est-ce qu'on peut laisser Ouais. les enfants, voilà, ou est-ce qu'il y a une route juste à côté? Potentiellement, ça peut être dangereux, et cetera. L'accessibilité, enfin l'absence d'obstacles, donc pour les gens qui sont en situation de handicap, est-ce que tu peux arriver jusqu'au 2e étage? Est-ce que tu as une salle de bain qui est adaptée? Donc ce genre de ou est-ce que quand tu as un certain âge, est-ce que voilà, c'est un appartement qui se prête à des gens d'un certain âge? Donc C'est ça, ça c'est des la choses qu'on peut question mesurer qui sont objectives. dans l'évaluation hédonique, c'est ça la question, est-ce qu'il y a des escaliers avant l'ascenseur? Voilà, Ou bien est-ce que OK, typiquement, ouais. OK, d'accord. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses Ouais. qu'on essaie de mesurer. Alors ça, c'est pas des choses qu'on arrive à mesurer aujourd'hui sur la base des données pures. Donc ça demande quand même soit de donner l'information en tant qu'utilisateur ou alors de faire des sondages parmi tes locataires. Par contre, il y a d'autres critères qu'on arrive à mesurer automatiquement. Ça va être, bah, je sais pas, tes émissions de CO2, d'exploitation, ça on arrive à le modéliser. Il y a presque, ouais, il y a
plus de problème avec ça. Ton énergie grise, l'impact de ton bâtiment d'un point de vue énergie grise, ça pareil, on arrive à l'automatiser parce qu'on a toutes les données sur les bâtiments. Donc ça demande peu d'efforts de la part des utilisateurs. Par contre, les critères sociaux, ça a besoin d'avoir quelques infos. C'est, voilà, à quel loyer tu vas louer potentiellement ton un objet précis, combien de personnes peuvent se permettre d'habiter sur cet objet avec ce niveau de loyer. Est-ce que ton bâtiment, il permet de, je sais pas, de préserver la vie privée et l'intimité du locataire? Ou est-ce qu'au contraire, tu as des grandes baies vitrées et puis, tu passes ton temps à te cacher, Donc ça, c'est des choses que tu peux rentrer parce que c'est des critères qui sont objectifs. OK. Et ça, Voilà. c'est le donc ça veut dire que par sondage, c'est super intéressant ça, je savais pas. Donc dans des fonds immobiliers ou bien chez des institutionnels, dans leur Ouais. portefeuille, ils ont des analyses où ils disent: «Bon, bah, voilà, Ouais, bah, bien sûr. par exemple, la Baloise est propriétaire d'immeubles majoritairement où les locataires, ont des bonnes relations avec leurs voisins». Exactement, ouais. C'est Ouais. Bah, incroyable! du coup, c'est hyper OK. intéressant pour eux parce que ça leur Ah ouais. permet de voir un petit peu, OK, quel bâtiment marche bien, Ouais. quel bâtiment marche pas bien. Enfin, c'est un super, ça leur permet vraiment d'être proactifs sur la question, quoi. Et c'est une question, bah, aujourd'hui, quand on parle de durabilité, tout le monde parle beaucoup principalement d'énergie. Ça fait 15 ans qu'on parle d'énergie. Ouais, mais j'en ai marre, Heu, moi, j'ai tout voilà, on entendu, a tout c entendu, voilà. mais il y a tellement d'autres problématiques intéressantes sur, comment se développe un quartier, c'est quoi un bâtiment qui est vraiment durable socialement et qui fonctionne pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que ton bâtiment peut être à la fois durable socialement et économiquement? Ouais. Ou socialement et écologiquement? OK, mon bâtiment est pas écologique, j'ai la pression du politique qui me dit: «Il faut que tu sois écologique, il faut que tu baisses tes émissions». OK, je baisse mes émissions, mais du coup, je vais monter les loyers. Ouais. Ah, mais tu as pas le droit de monter tes loyers parce que du coup, si tu montes tes loyers, tu as le droit de répartir une part sur le locataire, mais pas tout. Et en plus, du coup, il y a moins de gens qui vont pouvoir se permettre d'habiter à cet endroit-là parce que du coup, ton loyer est plus haut. Donc du coup, tu as des conflits d'intérêts entre les différents piliers de la durabilité. C'est pour ça que nous, on donne pas une seule note, on dit: «OK, ton bâtiment, il a une super note». On donne une note par pilier: écologie, social, économique. Et derrière, on va essayer de mettre aussi en lumière ces conflits d'intérêts entre les différents, voilà, entre les différents piliers de la durabilité. C'est difficile d'être bon partout. Ah, excellent. Dans les critères, sociaux, Ouais. est-ce qu'on prend aussi en considération, par exemple, la criminalité dans la commune, par exemple? Mmh. Ou alors l'état des finances publiques? Ouais. Ou l'imposition? Ça, on regarde, donc on fait une analyse donc des 3 critères de durabilité. Et ces 3 critères, on va les analyser, à 3 échelles différentes. Donc on va regarder l'échelle du bâtiment, donc ça, c'est l'échelle la plus avec le zoom le plus gros. Donc c'est ce dont on parle jusqu'à présent, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, ça va être la durabilité au niveau d'un quartier. Donc est-ce qu'il y a un bon équilibre social entre les différentes classes sociales d'un quartier? Est-ce qu'il y a une bonne sécurité par rapport aux statistiques que nous, on reçoit de la confédération sur un quartier précis? Et du coup, tout ça, ça va impacter, bah, la durabilité sociale, souvent la durabilité écologique. Est-ce qu'un quartier, il a une bonne centralité, par exemple? Est-ce qu'il est facile d'accès en transport public? Ou au contraire, il faut, pour aller acheter un bout de pain, il faut prendre la voiture? Tout ça, c'est des choses qu'on essaie d'intégrer pour sortir de la vision purement que bâtiment, mais pour les gens qui, par exemple, font un petit peu de scouting, de recherche, que ça intéresse de vraiment mesurer les qualités d'un lieu. On propose aussi un outil pour vraiment, voilà, regarder la globalité de la durabilité et pas seulement avoir simplement le focus sur le bâtiment en lui-même. Comment est-ce que vous matérialisez économiquement ces données après? Par là, je m'explique en parce que moi, si j'ai bien compris, les modèles, hédoniques fonctionnent sur la régression linéaire, hein. Mmh. Vous avez des données Le modèle de régression, ouais. individuelles avec Ouais, une valorisation individuelle de plein de caractéristiques qui ouais, additionnées donnent la valeur de l'appartement. ouais, Comment est-ce que ou de la maison ou peu importe, comment est-ce que vous faites pour ce type de données? Je veux dire, si la criminalité, elle est élevée dans la commune, ouais. à quel point est-ce que ça pondère dans la valeur d'un immeuble? Alors dans les modèles hédonistes, alors on mélange pas les modèles hédonistes et les modèles de durabilité pour l'instant. Donc c'est vraiment 2 modèles, donc les modèles d'évaluation hédoniste, c'est vraiment un modèle qui est séparé du modèle d'évaluation de la durabilité. Heu, Dans le modèle hédoniste, on va tenir compte, de la qualité, on va dire, macro de la commune, mais d'un point de vue purement économique. Et du coup, on va dire la criminalité,
elle va avoir un impact indirect parce qu'on le voit directement dans les valeurs. En fait, s'il y a une forte criminalité, les valeurs de marché vont automatiquement, se traduire, dans les prix des transactions. Ouais, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est à cause de la quantité de criminalité, ou bien Ouais, c'est à cause des finances publiques qui sont basses, ou bien c'est à cause du alors fait que les ça, revenus moyens généraux sur la commune sont mauvais. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois, À ouais. quel niveau de granularité on arrive à préciser quel pourcentage de la valeur c'est, tu vois? Alors ça, je peux pas te répondre. Ce que C'est je peux par difficile à contre te dire. répondre, c'est qu'on s'est posé la question justement comment est-ce qu'on mesurait, on va dire, le critère de sécurité, Ouais. au niveau, dans REMS parce que nous on donne des notes entre 1 et 5, donc 1 c'est très mauvais, 5 c'est excellent et puis 3 c'est, on va dire, la moyenne. On se base sur les critères de l'OCDE, donc au niveau du rating, en Suisse, il y a pas ou peu d'endroits qui sont très mauvais d'un point de vue sécurité. Parce Mmh. qu'on se base sur les critères de l'OCDE qui voilà, il faut pouvoir comparer 2 endroits enfin n'importe quel endroit de Suisse avec, je sais pas, un endroit à Chicago, un endroit, en France, un endroit en Allemagne et du coup la Suisse, d'un point de vue sécurité, va jamais être catastrophiquement mauvaise. On va toujours être moyen, moyen plus, au pire et la OK. plupart des emplacements en Suisse sont bons, voire excellents. C'est pas un scoop. Donc ces critères de, on va dire, de criminalité, j dans la durabilité en elle-même, ça joue un petit rôle. Heu, Ensuite, la répercussion dans les modèles hédonistes, ça je crois pas que c'est directement un impact. Ça a peut-être un impact indirect, mais je pense pas personnellement que c'est directement un impact. OK. Ouais. Peut-être sur la qualité de la commune qui après Voilà, ouais, sur le a rating une macro global de la commune, d'un point de OK. vue purement économique, ça peut forcément jouer. Ouais. Après, quand s'il s'agit de le quantifier, c'est pas forcément ouais, c'est pas forcément facile. Ouais. Ouais. Donc on a vu gouvernance compliqué, c'est plutôt à l'échelle C'est vraiment à l'échelle de du l'investisseur. portefeuille sur, voilà, comment est-ce Ouais. que tu es organisé en tant qu'organisation, ouais. Social, on a vu ces éléments, revenus des ménages, et cetera, qualité de Mmh mh. l'environnement avec les voisins, voilà, ce genre de choses. Et environnement alors? Bah, Écologie? environnement, ça va être, les sujets classiques, on va dire, donc énergie d'exploitation, émissions d'exploitation, donc à quel point ton bâtiment émet des émissions de CO2. Ça va être l'énergie grise, donc on va regarder quelle est l'énergie et les émissions qui ont été nécessaires à réaliser ton bâtiment à l'époque. C'est difficile à dire ça. Ça, c'est difficile à dire, mais on a travaillé, pour l'Office fédéral de l'environnement, on a développé un modèle de calcul, dans le cadre du projet PACTA. Donc c'est un projet qui est surtout dédié aux banques et aux institutionnels. Donc ça permet, sur la base d'une adresse, avec les données du REC BL, d'analyser, donc en gros, on va faire un modèle 3D du bâtiment et on va essayer de trouver des infos sur la matérialité, sur, voilà, combien d'étages, combien de mètres carrés de fenêtres, quelles sont les utilisations, on a des stats là-dessus et du coup, on arrive à savoir, OK, il y a eu besoin à peu près de tant d'énergie à l'époque pour construire ton bâtiment et tu as déjà donc et cette énergie, ces émissions, il faut les amortir dans le temps. Donc la norme, c'est la SIA 2032, elle te dit, tu as 60 ans pour amortir. Donc au bout de 60 ans, ton bâtiment, il émet zéro en énergie grise. OK. Donc au bout de 60 ans, tu peux dire: «Voilà, je le bâtiment a rempli son office et en gros, il est complètement amorti». Par contre, si au bout de 20 ans, tu choisis de le détruire, il y a une partie que tu as pas encore eu le temps d'amortir et du coup, si tu choisis tu as une belle parcelle avec ton bâtiment et tu choisis de raser ton bâtiment et de faire du neuf, parce que ton bâtiment émet peut-être beaucoup d'émissions d'exploitation. Si tu rases et que tu construis neuf, ton bâtiment neuf aura beau avoir tous les labels de la terre, sera très écologique, il restera l'empreinte de ton ancien bâtiment qui, elle, ne sera pas encore amortie. Donc c'est une empreinte que tu vas, entre guillemets, «te traîner» pendant X années, parce que du coup, tu as ces émissions qui n'ont pas encore été amorties de ton ancien bâtiment qui sont toujours là. Et du coup, ça, ça permet un petit peu d'arbitrer quand les gens veulent faire voilà, raser un bâtiment existant pour construire du neuf. Si on regarde vraiment le bilan global, bah, c'est pas toujours très écologique, en fait, de raser, de faire du neuf, même si tu as une pompe à chaleur, que tu es très bien isolé. Si ton bâtiment, ça fait 10, 15, même que 20 ans qu'il est là, Bon, c'est heu, assez rare de raser un bâtiment après ah ouais, 20 à ans. Zurich, ça se fait à Zurich, Ah ouais? ça ouais, ouais et du coup, le politique commence un petit peu à s'intéresser à ça parce que, vraiment, si on regarde le bilan global,
souvent parfois tu aimais plus en construisant du neuf efficient qu'en gardant de l'ancien. Et pourquoi ils rasent après 20 ans? C'est quoi? C'est des old Alors villas qui ont été, après il y a tous les problèmes de OK, est-ce que ton bâtiment au bout de 20 ans, est-ce qu'il est encore exploitable? Donc est-ce qu'il est adapté à ton emplacement? Est-ce que tu veux densifier? Parce que c'est aussi une ouais. exigence de densifier, construire plus de surface habitable par mètre carré. Donc est-ce que tu arrives à densifier ton existant en faisant une surélévation? Parfois c'est pas possible d'un point de vue ne serait-ce que technique, parce que peut-être ton bâtiment il a pas des fondations assez solides ou alors tu as des bâtiments qui sont très peu flexibles. Donc tu as des toutes petites chambres qui sont mal foutues ou alors tu avais un bâtiment de bureau, mais aujourd'hui la demande c'est le logement, logement, logement. Et parfois, les normes font que c'est plus compliqué de transformer des bureaux en logements que de raser et de faire du logement. Dans un certificat CECB, tu me dis si je me trompe, mais est-ce Ouais. qu'on prend en considération ça, non? L'impact, carbone d'un bâtiment à sa construction ou bien À ma connaissance, non. la consommation des matériaux, non? À ma On prend connaissance, non. Non, OK. Minergie, dans certaines parties de Minergie, si je dis pas de bêtises, la partie éco de Minergie, on regarde un petit peu les matériaux. Donc il y a les labels Minergie A, P et éco. Alors dans un Mais CECB, le on CECB, non. Enfin, le CECB, on va regarder la matérialité pour juger de la performance de l'enveloppe. ah, c'est pour l'enveloppe qu'on juge On ça? regarde, Ah voilà, on d'accord, OK. regarde, OK, D'accord. l'enveloppe, elle est isolée, peu isolée, il y a du simple vitrage, double vitrage et cetera. Mais ça, c'est le seul but, c'est de mesurer la consommation d'exploitation. OK. Donc à quel point ton bâtiment va perdre de l'énergie. Ouais, donc il y a consommation d'énergie, Ouais, qualité de l'enveloppe, ouais. puis le mélange des 2 alors, pour la note globale? Ou bien la consommation de CO2 Alors, globale? là, tu as 3 étiquettes CECB. Tu as la performance de l'enveloppe, donc ça va être, l'isolation, les fenêtres, le toit, la dalle de la cave. Tu as la performance globale, donc ça va mesurer à la fois l'enveloppe plus ta consommation, de tes équipements d'électricité. Ah! Donc est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as, des je sais pas, des lumières, par exemple, qui sont basse énergie? Ou est-ce que tu as, donc ça, c'est vraiment la partie, qu'ils appellent enveloppe globale, en français, je crois. Et après, tu as la partie CO2. Mais pour le CECB, on parle que de l'énergie et des émissions d'exploitation. Donc quand le bâtiment est déjà construit. On ne s'intéresse pas aux émissions qui ont été nécessaires pour construire le bâtiment. OK, ni à Ça, la il y a pas de normes, enfin, il y a pas ou peu de normes qui s'intéressent à ça pour l'instant. OK. Enfin, de certificats, pardon. Il y a des certificats qui font un petit peu attention, le SNBS commence, le Minergie, il y a une certaine partie de Minergie qui s'intéresse à ça, mais le CECB pour l'instant, c'est pas dans la norme CECB. Et alors, chez vos investisseurs, pour revenir sur la question initiale des métriques ESG, hem, c'est quoi que l'investisseur pondère le plus entre l'environnement, ouais, l'environnement, le social et du coup l'économie plus que la gouvernance? Parce que vu que Ça ça sert à rien. dépend ça dépend un peu des investisseurs. Par exemple, les grandes caisses de pension, elles commencent à avoir, on va dire, des exigences à la fois en termes d'écologie et de social, de plus en plus de social. Parce que la plupart ont fait le travail sur l'écologie, où elles ont commencé à mesurer, leur impact, on va dire CO2, pour schématiser. Hem Et il y a certaines grosses caisses de pension qui commencent à s'intéresser vraiment aux problématiques S, parce que voilà, d'un point de vue politique, ça devient très sensible. Voilà, tout ce qui est, augmentation des loyers, ou même état des bâtiments. Est-ce que les locataires qu'on a, est-ce qu'ils habitent dans des bâtiments qui sont en bon état? Donc, toutes les thématiques d'insalubrité et cetera. Donc là, il commence à y avoir aussi politiquement, heu, doucement du mouvement sur les questions sociales, et pour l'instant, ils ont pas ou peu d'outils pour mesurer ça. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de proposer avec REMS. Hem Et après le nerf de la guerre, ça va être durabilité économique. Si ton bâtiment n'est pas durable économiquement, t'es mort, quoi. Tu pas à le louer, ou tu tes taux de vacances qui explosent, et là, tu as potentiellement aussi un risque sur ta valeur, sur ta valorisation, donc C'est d'ailleurs une conversation que j'ai eue avec un expert à Genève, où il me dit que la durabilité, si je reprends les termes exacts que tu utilises, hein, mais la durabilité écologique, elle dépend très directement de la durabilité économique. Ça veut dire que ouais, si les taux baissent,
Ouais. La durabilité écologique, elle devient de moins en moins importante. Ouais, c'est juste, Et si les taux montent, c'est juste. Ouais. durabilité écologique devient de plus Ouais, en bah, plus là, les importante. taux en fait, là, les taux ont commencé à monter, tout le monde ne parlait que d'écologie Exactement. et là, les taux rebaissent et puis c'est de nouveau business as usual, quoi. On en reparle moins, mais le Ouais. problème reste toujours là. C'est que, voilà, d'ici à 2050, il faut être au zéro net. On en est hyper loin. Ça va être des budgets qu'il vraiment falloir provisionner, que nous, on a calculé, qui pour les propriétaires qui s'en occupent, qui prennent pas vraiment le problème à bras-le-corps, c'est vraiment une source de risque pour eux. D'ailleurs, Ouais, toi qui es à Zurich et qui touche à la durabilité directement, tu penses quoi de la valeur locative? Parce que vous avez forcément eu ouais. cette discussion-là, au sein de l'équipe? Enfin, je sais pas, mais Ouais, ouais, un petit peu. parce que nous, en Suisse Hem, romande, là, les milieux de l'immobilier, c'était catégorique, fallait voter non, et ouais, cetera. Plus de déduction sur les rénovations énergétiques, on n'a pas le temps pour ça, on ouais. doit rénover, on doit mais Hem, c'était pas du tout le même discours en Suisse alémanique. alors c'était pas le même discours chez les propriétaires. Ouais, Heu, hem, non, moi je trouve un des intérêts de la valeur locative, c'est que ça poussait les gens justement à bien entretenir leurs bâtiments et à potentiellement faire les travaux qui étaient nécessaires, heu, à temps, et du coup, voilà, provisionner et puis, faire les travaux d'investissement dans l'isolation, dans un changement de chauffage. Maintenant que cette valeur locative n'est plus là, bah, je pense que ça fait que repousser le problème, en fait et ça va faire qu'aujourd'hui, je pense qu'à court terme, il va y avoir un boom des demandes pour de la rénovation. Je me suis noté le chiffre, c'est assez fou, mais en Romandie, ce que j'ai calculé, à l'ensemble de la Suisse, on est à peu près à 500 000 000 €. Donc pour un PIB à 800 000 000 on a 500 000 000 francs. Ça, c'est un peu nos estimations sur, le budget qu'il va falloir investir dans le parc pour atteindre la neutralité carbone, donc d'ici quand? d'ici à 2050, donc c'est dans 25 ans. C'est marrant, tu vois? Moi, ce Ouais. que j'ai fait dans les chiffres que j'avais moi, c'était à 250 000 000 000 Non, donc plus de la là, moi et moitié. moi et moi pour la Romandie seule, j'ai calculé 114, tu vois? OK, 114 000 000 c'est mais quand tu vois intéressant. que mais par contre ça varie vachement d'un canton à l'autre, tu vois? Parce que vous êtes par exemple dans le canton de Vaud et en Valais. Si tu compares, pour le Valais, c'est 24 milliards. Le Valais, c'est 18 milliards de PIB. Ça fait Ouais, 132 du PIB. Donc c'est en beaucoup Valais, donc ça. tu as des régions qui sont vraiment plus touchées parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a plus de maisons individuelles qui sont voilà, ça demande plus d'investissement au mètre carré. Donc peut-être il y a plus de maisons individuelles en Valais qui sont peut-être aussi plus vieilles, ce qui fait que tu as plus d'émissions qui sont aussi peut-être aussi moins bien chauffées. Et quand tu compares ça par exemple à Zurich, Zurich on est à j'ai pas noté pour Zurich, mais Bâle par exemple, Bâle-Ville, ils sont assez exemplaires, tu vois? Bâle-Ville, il y a beaucoup de chauffage central. Eux, c'est que 17 de leur PIB. Donc Ah ouais? ils ont entre guillemets que 6 milliards. Donc Bâle, ils sont sur la bonne route, mais tout le monde n'est pas au même tarif. Il y a des cantons, voilà, les cantons de montagne, les cantons touristiques, qui sont plus à la traîne. Les cantons romans, de manière générale, ils ont quand même des parcs un peu vieillissants. Hem, Moi, je vois ça à court terme, je pense qu'il y aura une énorme demande, pour ces travaux de rénovation. Là où j'ai peur, c'est quand la loi va effectivement passer, où là, du coup, ça va couper net et du coup, il faut s'attendre à une explosion, je pense, des carnets de commandes, des entreprises de rénovation. Donc ils vont potentiellement embaucher, former, enfin voilà, il va y avoir au bout d'un moment même limite un embouteillage, parce que tout le monde va vouloir rénover en même temps et tout d'un coup, bam, plus rien, la loi se passera. Ce sera plus possible de faire ces déductions, plus difficilement et du coup, c'est aussi un risque à la fois pour ces entreprises, mais aussi pour les propriétaires. C'est que pousser le problème plus loin. Parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir faire quelque chose et plus on repousse le problème, plus le problème va être grand et le jour où il va vraiment falloir faire quelque chose, là, ça va être vraiment l'embouteillage généralisé parce qu'on n'aura pas formé les gens pour faire de la rénovation, donc il y aura pas plus de personnes capables de faire ces rénovations. Du coup, ça va faire exploser les coûts de rénovation aussi, effet, voilà, offre-demande et en gros, moi, enfin, ça, c'est juste un avis personnel, mais je pense pas que pour le bien à la fois des propriétaires et du parc immobilier, et de la planète, ce soit une bonne chose
que cette consultation soit passée. Mais ouais. Bon, on verra bien. On Bon, verra l'idée bien. de la Ouais. droite, c'est de réintroduire les déductions à un moment donné. Pardon? L'idée de la droite, c'est quand même de réintroduire les déductions à un Ouais. moment donné. Donc, Ouais. je Oui, c'est pense pas qu'ils vont ça. attendre. Ouais. Je pense que c'est nécessaire. Ouais. Il y a besoin d'incitation parce que. Tu as dit qu'en Suisse romande, on avait un parc particulièrement vieillissant, Ouais, plus qu'en Suisse alémanique. ouais, je pense. Ouais. On est quoi? Ouais. C'est quoi? Rédemptement, on est moins bon? Ou bien est-ce que c'est à cause de la Non, L3PL, la LDTR? un petit peu. C'est Ouais. quel point? C'est plus difficile de rénover Ouais. en Suisse romande. Euh, Voilà, c'est plus difficile aussi de répercuter ces coûts de rénovation sur les locataires qui sont un peu plus on va dire, regardants sur les loyers. Chose qu'on constate un petit peu moins en Suisse germanophone, ouais. Ouais. D'ailleurs, et je l'avais dit, mais il y a quelques mois déjà ou un an. Faudrait que je retourne pour faire l'exercice, mais j'étais allé sur ImmoScout ou immobilier.ch, c'est égal. Et j'étais allé voir un appartement 3 pièces et demie, Genève, à louer, versus la même chose à Zurich. Les loyers, c'est plus ou moins les mêmes. Mmh. À Genève, l'appartement, il est dégueulasse. Ouais, Et à Zurich, il est en très bon état. ouais, c'est juste. C'est pour montrer plus ou moins que la LDTR, Mmh. en fait, c'est Ouais, ouais, c'est une je sais invention pas, je sais qui n'aura pas fonctionné. ouais, oui, je sais moi, j'ai l'impression que ça marche pas non plus. Ouais. Ouais, je sais pas pour qui ça marche, Il faut que je mais reteste de faire le ouais. Non, mais c'est quelque chose schéma. qu'on voit aussi dans les données. Ouais, vous voyez, Ouais, hein? ouais, Ouais. Ah, dans les données, vous voyez ça? ouais. Oui, Ouais, oui. incroyable. Est-ce qu'en matière de rénovation énergétique, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est quoi les quick wins, les petits travaux faciles ou ce qui est le plus efficient en termes de retour sur investissement pour un propriétaire qui veut se mettre à jour un peu? De ce que vous voyez, hein? En Je pense que là où le là où la contrainte, on va dire, législative va agir en premier, ça va être sur les systèmes fossiles. Donc tout ce qui est chauffage, mazout, gaz, si on veut réduire vraiment son empreinte CO2 et un petit peu, on va dire, sécuriser son bâtiment d'un point de vue, on va dire, légal, sur les prochaines années, je pense que c'est une des premières choses à faire, c'est de remplacer son système de chauffage qui est fossile. Parce que ça permet vraiment de baisser les émissions d'un coup, même si la consommation reste toujours aussi élevée. Après, c'est vraiment voir au cas par cas et ça, c'est REMS qui peut aider par rapport à ça, sur est-ce que ça vaut le coup, heu, de faire une rénovation de l'enveloppe. Pas forcément une rénovation complète, mais parfois juste changer les fenêtres, ça aide beaucoup ou juste faire une isolation de toiture, ça peut aider beaucoup à baisser cette consommation et du coup, en même temps, les émissions. Et après de regarder le potentiel solaire. Donc ça, c'est pareil, REMS sur la base d'une adresse, on peut juste rentrer l'adresse et regarder si la toiture elle est adaptée, qu'est-ce que ça va coûter, de mettre des panneaux solaires, en combien de temps c'est amorti. Donc ça, c'est vraiment les quick wins, mais voilà, d'un point de vue purement écologique, l'exigence va vraiment avoir un gros focus sur les émissions. Pour l'instant, c'est là que ça part. On regarde pas trop la consommation d'énergie. Même si l'énergie, ça reste important parce que, voilà, si je change mon système de chauffage, je baisse mes émissions, mais je baisse pas ma consommation. Donc, peut-être un jour aussi, il va falloir s'intéresser plus aux problématiques énergétiques, autant qu'aux problématiques d'émissions. Donc c'est pour ça que souvent, c'est bien de combiner à la fois un changement de chauffage et un assainissement de l'enveloppe. J'ai vu d'ailleurs, enfin, dans le cadre d'un épisode, j'ai un administrateur de PP qui m'a dit dans certaines lois sur l'énergie, et là, en l'occurrence, ça parlait du Valais, si tu refais l'isolation de la toiture, par exemple, ou tu isoles la façade du bâtiment, tu es obligé, contraint de changer le système de chauffage. Ah ouais, Heu, ouais, ouais, ça je ne savais pas. ah, Ouais, il y a ah ouais. OK, alors je savais pas si tu avais des Ouais. comparaisons ou Non, bien des données par rapport à ça, ça? c'est la première fois que je l'entends. Mais je Ouais, bah, moi, suis j'ai trouvé très surpris, mais du ouais, coup, ouais. enfin, j'ai trouvé très surprenant parce que je me suis dit justement, si tu isoles la façade, c'est justement parce que tu préfères isoler l'enveloppe à la place de remplacer le chauffage, tu vois? Ouais, Puis que ça fait du sens de faire, ça. Ensuite, tu consommes moins, donc c'est moins grave ton chauffage. Tu le changes ouais. quand tu dois changer, tu vois? Ah, c'est ça. Est-ce que Ouais, c'est du coup ce que j'ai pas c'est capté, ouais. ça. Ouais et puis Mmh. en fait, c'est un calcul global. C'est quand on fait une réno, potentiellement, il y a tout un tas de scénarios possibles. Je change que le chauffage ou alors je fais le chauffage plus fenêtre ou alors que les fenêtres plus la toiture
Et en fait, il y a pas de solution, il y a pas de meilleure solution en soi. C'est toujours il y a une meilleure solution pour un certain propriétaire, ou pour un certain projet, ou pour une certaine stratégie. C'est est-ce que je veux payer le moins d'argent possible et du coup, bah, l'énergie coûte ce qu'elle coûte et du coup, je veux peut-être dans un premier temps moins, consommer d'énergie et puis les émissions, on verra plus tard. Ou au contraire, est-ce que j'ai une stratégie où j'ai vraiment, moi, propriétaire, envie et besoin, ou est-ce que je suis incité par le politique ou par ma stratégie de vraiment mettre mes émissions à zéro. Et du coup, bah, la priorité, c'est de changer le système de chauffage. Ah, mais Donc c'est ça que je trouve intéressant parce que si ton analyse ou ta donnée principale, c'est la consommation de chauffage, j'aurais tendance à dire parce que c'est bête, tu vas pousser les gens à remplacer leur système de chauffage en disant: «Bah, c'est pas bien d'utiliser du mazout. Donc mets une pompe à chaleur», mais je veux dire, tant que tu isoles pas ton bâtiment, tu vas quand même chauffer dans le vide. c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus intelligent et d'ailleurs, sincèrement, si je devais faire ça, si admettons, j'ai 55 ans, et je suis propriétaire de ma maison, qui a 30 ans, et je dois faire des rénovations. J'ai fait un peu des bricoles à l'intérieur et je dois rénover aujourd'hui ma maison. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que moi, ce que je ferais, c'est que, en partant du principe que le cycle de rénovation arrive au bout, hein, et que du coup, je dois m'y mettre, je rénoverais j'isolerais la façade Mmh. et la toiture de la meilleure manière possible et j'achèterais une chaudière à mazout ou à gaz à 2 balles maintenant. Voilà Ouais, et je profiterais bah, de ouais, changer maintenant, ouais, tu vois? 1 500 000 et je tire ça pendant le ouais. parce qu'on va pas dire dans 3 ans, moi je vois pas les parlementaires faire ça, mais dire dans 3 4 ans, maintenant c'est obligatoire. Je veux dire ce que vous avez fait il y a 3 ans, vous devez le faire maintenant, tu vois? Non, Ce que je trouve bête, c'est surtout et surtout je vois pas comment parce que admettons que tu es un propriétaire qui a changé sa chaudière à mazout il y a 5 ans ou bien mmh. accessoirement, il y a 10 ans, on disait aux gens de mettre du gaz, hein. Ouais, On leur disait: ouais, «Mettez ouais. du gaz, c'est important, c'est super, Mmh. c'est génial», hein. Je veux dire, les gens ont fait. Et maintenant 10 ans après, ben, on leur dit: «Ah, tu du gaz, tu nul». Enfin, je veux dire, il faut changer. Le gaz Donc russe, ouais. donc Ouais. c'est ridicule. Ouais, Enfin, ouais, ouais. C'est, tu vois, c'est tout et tout d'ailleurs, dépend de la stratégie, en fait. Ouais, c'est exactement pour ça que je trouvais ridicule si vraiment la loi sur l'énergie dit que si tu isoles le bâtiment, tu dois changer ton système de chauffage. mmh. Parce que si tu as changé ta chaudière à gaz il y a 3 ans et que tu dis: «Bon, bah, maintenant je consomme dans le vide parce que mon truc, c'est une passoire énergétique, Oui, ça donc n'a pas de sens, ouais. je veux isoler», Ouais. puis on dit: «Si tu isoles, tu dois changer ton système de chauffage». J'arrive pas à comprendre, tu vois? Non, Donc moi je non sais plus. pas, Ouais. ça me paraît bizarre. Moi aussi. Enfin bon, heu, en matière de démolition, reconstruction, rénovation, heu, c'est quoi la limite? Alors si on reste sur l'écologie, mais c'est quoi la limite, d'après toi? Peut-être en âge du coup, hein, parce que moi Mmh. je savais même pas que ça se faisait honnêtement après 20 ans de se dire: «On rase, on fait un immeuble». Potentiellement que ça va beaucoup plus vite Ouais. à Zurich ou en Suisse alémanique Bah, qu'ici. en fait, ça dépend vraiment de l'emplacement, quoi. Si tu as un emplacement Ouais, qui est très prisé et que tu arrives à densifier et que, voilà, il y a un changement de propriétaire au niveau de la parcelle et puis le propriétaire d'avant, il avait choisi de faire des bureaux et c'est hyper bien placé et il y a une grosse demande. Les loyers des logements voilà, ont globalement tendance à monter, donc ça devient plus intéressant de faire du logement. ouais. Les loyers de bureaux sont relativement, on va dire, stagnants. Heu, bah, potentiellement, ça peut être une des raisons de vraiment, au bout de 20 ans, enfin ça, on l'a vu à Zurich, hein, il y a des bâtiments qui avaient pas 20 ans. Énormes, énormes bâtiments, Ouais. complètement rasés de la carte, heu, parce que voilà, il y avait d'autres besoins derrière, on pouvait densifier. Peut-être il y a eu un changement au niveau du règlement communal. Peut-être aujourd'hui on a le droit à l'époque, il y a 20 ans, on avait le droit de faire, 5 étages. Aujourd'hui, tu as le droit d'en faire 7, 8. Heu, donc tout ça, ça peut impacter, la décision directe derrière, quoi. Parce que d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc ce serait quoi la limite écologiquement pour dire ça fait du sens plutôt de Ouais, d'un point de vue démolir? écologique, il faudrait faire en gros l'analyse. Si on regarde que les émissions, il faut faire le travail de: «OK, est-ce que mes émissions de mon bâtiment existant sont déjà amorties?» Si oui, bah, c'est bien parce que du coup, je pars avec une feuille blanche. Si elles sont pas encore amorties, bah, c'est potentiellement des émissions qu'on va devoir encore amortir dans le futur. Et ensuite, faut raisonner en variante. Dire: «OK, mon bâtiment est pas encore amorti. Est-ce que ça vaut le coup de faire une surélévation à moindre coût? Peut-être, juste renforcer les fondations ou au contraire, si techniquement c'est pas possible, heu, bah, voilà, détruire, refaire du neuf».
Mais vraiment, c'est le bilan. Si on regarde que les émissions, c'est vraiment le bilan global qui va nous dire: «OK, ça, c'est la meilleure solution pour un problème donné» et si ce problème donné, c'est vraiment avoir les émissions les plus faibles possibles, il faut analyser les 3, 4, 5 variantes, heu, qui s'offrent à toi. Tu dis à partir de 60 ans, on considère que ton Heu bâtiment est amorti. et amorti, ouais, donc ça, c'est la norme. C'est pas moi qui le dis, c'est la norme, c'est la SIA Non, 2032. mais sûr. Heu, Pourquoi 60 ans? Tu sais? alors ça veut pas dire qu'au bout de 60 ans, le bâtiment vaut plus rien. Ouais. C'est alors j'ai pas écrit la norme, donc je parle pas avec, alors c'est juste, c'est arbitrairement choisi, c'est qu'on dit qu'au bout, les bâtiments sont enfin les bâtiments ou les travaux de rénovation, même si tu fais des travaux de rénovation, tu mets des nouvelles fenêtres, tu as une durée d'amortissement. Donc les fenêtres, ça va être le bâtiment dans sa globalité, on va dire, c'est 60 ans, donc la structure, c'est 60 ans. Les fenêtres, c'est 20 ou 30 ans si je me trompe pas. Ton chauffage, c'est aussi une trentaine d'années. Du coup, tu vas raisonner en cycle où tous les 20-30 ans, bah, tu vas avoir une période où tu vas rénover. Donc tu vas refaire ta façade, tu vas changer ton chauffage. Mais le global, on va dire, c'est sur 60. Tu regardes sur 60 ans l'analyse du cycle de vie Tu as passé tout le cycle de vie. et du coup, t'as passé au bout de 60 ans, tu as passé l'ensemble du cycle de vie et tu es potentiellement à 0. Donc et il y a la durée d'amortissement pour chacun de ces éléments dans la Ouais, norme ouais, SIA 2032. 2030, ouais, 2032. C'est incroyable que je sache pas ça, quoi. Mais ça a quelque chose à voir avec la tabelle d'amortissement pour les locataires ou pas? Non, pas du tout. C'est Non, vraiment ça n'a rien à voir. complètement décoré? Non, non, c'est vraiment d'un point de vue purement, on va dire, technique et géométrique, hein. Donc typiquement, tu vas compter le nombre de mètres carrés de double vitrage, le nombre de mètres carrés ou de mètres cubes de béton, le nombre de mètres carrés de revêtement de sol, de panneaux solaires et tu rentres ça dans un grand tableau. Tu as Heu, l'intérieur du bâtiment aussi? tout Tu vois, l'intérieur, le tu tout. Ouais, parquet, ouais, exactement, cuisine? Ah ouais, exactement, ouais. OK. Aussi, tous les revêtements, la technique, et du coup, nous, on a des outils pour ça où on épargne tout ce travail manuel, où on essaye d'estimer ça, donc sur la base juste d'une adresse. Mais le but, du coup, c'est de faire ce bilan, de dire: «OK, il y a tant et tant de mètres carrés de ci, tant et tant de mètres cubes de ça» et derrière chaque matériau, il y a un poids CO2. Parce que du coup, Mmh. 1 mètre carré ou 1 kilo de ou ouais, non, 1 mètre carré de fenêtre, c'est tant et tant d'impact CO2 à produire. Parce qu'il faut aller chercher, la silice, il faut la transformer en verre, faut mettre un cadre autour, heu et il faut la transporter jusqu'au chantier, donc tout ça, c'est du CO2 et du coup, la SIA donne enfin même le KBOB, donc c'est des données publiques, hein, donne des tableaux où ils te disent: «Bah, voilà, 1 mètre carré de fenêtre double vitrage avec ces caractéristiques, c'est tant et tant de CO2 par mètre carré» et ça, tu le fais sur Incroyable. tous les tu listes tous tes composants de ton bâtiment et à la fin, tu as un poids de CO2, X tonnes, que tu divises par, ta surface, souvent ta surface de référence énergétique et ça donne un poids par mètre carré et ça, tu le compares souvent à tes émissions d'exploitation. Donc peut-être que tu émets aujourd'hui en exploitation parce que tu chauffes au mazout, tu émets, je sais pas, 20 kilogrammes par mètre carré, mais en vrai, tu émets pas 20 kilogrammes au mètre carré, tu émets 20 kilogrammes au mètre carré plus l'énergie, les émissions qui ont été nécessaires à la réalisation de ton bâtiment qui tombent aussi chaque année, jusqu'à ce que tu sois amorti. Donc peut-être tu vas avoir 20 kilogrammes d'exploitation et disons, je sais pas, 15 kilogrammes pour, ce qu'on appelle donc l'énergie grise, les émissions grises, donc peut-être 15 kilogrammes. Donc ton impact global de ton bâtiment, c'est pas les 20 kilogrammes du mazout, c'est les 20 kilogrammes du mazout plus les 15 kilogrammes des fenêtres, des sous-sols, de l'excavation qui a été nécessaire, de faire pour construire tes parkings, ta technique et cetera. C'est incroyable cette norme. Ça, c'est Mmh. un vrai calcul de vétusté, ça. Le Oh, enfin, c'est pas tu un peux calcul de vétusté proprement parlé, c'est un bilan, si tu veux, c'est un bilan énergétique ou des émissions, si tu veux ouais. et Oui, mais bon, ça mais ce qu'on te dit, c'est qu'après 20 ans, ta fenêtre, tu dois la changer, son cycle de vie. ouais, ouais. Oh, alors, est-ce qu'on dit après 20 ans parce que c'est pour ça que je te parlais de la tabelle d'amortissement pour les locataires parce que et tu as déjà mis l'un à côté de l'autre pour voir la durée de vie de chaque élément? Si ça Personnellement, non, non. OK. En fait, la norme, elle te dit bêtement: Ouais, «Ce matériau, en règle générale, tu l'amortis sur tant d'années» OK. et tu as des règles qui disent: «OK, la structure, c'est 60 années, les fenêtres, c'est 20 ou 30 ans», j'ai plus exactement le chiffre en tête. Pareil pour la chaudière, les revêtements, je crois que c'est aussi 20 ou 30 ans. Mais c'est des Mais c recommandations de la norme. OK. Mais alors ça veut Ouais. dire que les 20 ans pour ta fenêtre, ça veut pas dire qu'après 20 ans, ta fenêtre, tu dois la changer? Non, C'est pas vraiment, OK, non, 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 c'est plus c'est un calcul plutôt théorique, on va du dire OK, sur, d'accord, ouais. OK.
Ouais, Par donc je contre, ce qui pense est que ça intéressant, quand c'est que maintenant, il y a des développeurs et des gens qui font du neuf, hein, qui s'intéressent vraiment à ces questions-là et des propriétaires qui donnent des exigences, qui disent: «Ah moi je veux construire avec maximum» et ça c'est un peu le futur. C'est on va OK. dire: «OK, plus d'émissions d'exploitation parce que tu as une pompe à chaleur, tu es très bien isolé, très bien, mais la difficulté, c'est de, construire en émettant le moins d'énergie grise possible» et ça c'est il y a tout qui est à repenser en fait. Il faut que les architectes, les ingénieurs vont devoir complètement repenser leur process pour, plus réutiliser certains matériaux, pour construire avec de nouveaux matériaux. Parce que du coup, voilà, ça va être une des prochaines exigences dans le futur. C'est il va falloir non seulement peu émettre en exploitation, mais il va aussi falloir peu émettre quand tu construis et quand tu entretiens. Ça, c'est le fameux Minergie IP ou Minergie Eco, ça? Ça, c'est le Minergie Eco, si je dis pas de bêtises, ouais. OK. Ouais. Mais est-ce que tu penses que quand tu construis un immeuble, tu le vends 25 ans après, tu Mmh. penses que celui qui l'achète 25 ans plus tard va te dire je pense que ça, Aujourd'hui c'est le non. futur. Je pense Aujourd'hui qu'il non. va venir te dire: «Comment Aujourd'hui tu as non, mais construit à l'époque?» aujourd'hui non. Mais dans Mais c'est 25 la ans. direction d'après moi, que ça prend si on veut être au net zéro en 2050. C'est-à-dire que sur le CECB, tu aurais une note de plus, une Ouais, lettre de plus en gros. Ça ce qui ouais, pourrait arriver. ouais. Tu dis: «Comment est-ce que cet immeuble a été construit?» ou «À quel point est-ce qu'il a été On amorti?» peut l'imaginer, ouais. Ouais, Ah waouh. ouais. Parce que le net zéro, c'est pas que les émissions d'exploitation, c'est tout. C'est le transport, c'est la mobilité aussi. Donc est-ce que ton bâtiment, il va générer donc ça, c'est encore un thème en soi, mais on peut en parler plus tard. Donc c'est en gros, tu as 3 piliers dans les émissions d'un bâtiment. Tu as l'exploitation, tu as, la construction ou l'entretien, donc ce qu'on appelle l'énergie grise et tu as la mobilité. Ça, c'est quoi ça? Et la mobilité, ça va être à quel point ton bâtiment, donc énergie grise et exploitation, on en a parlé, hein, mais la mobilité, ça va être à quel point ton bâtiment, va indirectement générer des émissions de mobilité. Parce que tu es très mal placé, tu es très loin d'une gare, tu es très loin d'une, station mobility. Donc de par l'activité de ton bâtiment, que ce soit du logement, du bureau, une école, peu importe, il y a une nouvelle norme SIA, la 390-1, qui est valide depuis février de cette année, qui en gros définit des normes, enfin des valeurs limites. Donc tu as un budget global pour l'exploitation, pour la construction, pour la mobilité et la mobilité, tu peux pas faire grand chose. Ça dépend entièrement de où se situe ton bâtiment. Donc si ton bâtiment est bien situé, très central comme ici, tu es pas loin de la gare, tu auras des émissions induites de mobilité qui seront faibles. Par contre, si tu peux aller à ta maison seulement ou à ton bureau seulement par, je sais pas, une voiture individuelle, bah, tes émissions de mobilité vont exploser et ça, c'est pareil, c'est dans des normes où tu as vraiment un budget global. Du coup, si tu ne serait-ce que par ton emplacement, en fait, tu vas déjà gréver une partie de ton budget. Mais justement, c'est terrible ça. Parce que la note de ton bâtiment, elle est incontrôlable. Bah, tu peux plus que la contrôler de par la réduction de tes émissions d'exploitation et de construction et de et de rénovation. Ah, tu perds un peu la maîtrise de ton investissement. Tu D'un point de vue purement émission, oui. Enfin de ouais, ça va donner encore plus, on va dire, d'avantages aux bâtiments qui sont déjà aujourd'hui bien placés, d'un point de vue mobilité. Ouais, OK. Et donc c'est une note aujourd'hui parce que C'est une norme. C'est la norme OK. 391. Mais cette norme-là, elle est si elle date de cette année, elle est faiblement appliquée Elle est aujourd'hui. faiblement appliquée, mais elle est maintenant avant, c'était une recommandation. OK. Donc la SIA donnait simplement une recommandation et là, maintenant, ce qui est nouveau, c'est que c'est une norme. Donc ça aura valeur de norme devant la loi. OK. Et c'est possible un jour qu'on t'interdise de construire quelque part parce que justement ta note n'est pas assez bonne? Tu vois, dans le plan d'aménagement, parce que ça me paraît tellement compliqué. Plan d'aménagement de la commune. Ouais. Pourquoi on pourrait pas dire: «Bon, bah, parce que si c'est une norme, on peut très bien dire aux communes, bah, cette région-là, elle respecte pas la norme de mobilité 390-1. Vous Ouais, mais pouvez pas après toi, en construire tant que là». commune, il y a rien qui t'empêche du coup, d'améliorer Ouais, bon, la situation. Tu peux de rajouter rajouter des un arrêt bornes de bus. mobility, tu peux dire, voilà, on Ouais, c'est rajoute vrai. des bus, on rajoute, C'est vrai ouais, que mais bon, les plans d'aménagement, les plans d'affectation généraux, ils sont tellement lents déjà. ça prend beaucoup de temps, ouais. Ça prend beaucoup de Ça temps et simplifie pas le 2050, c'est enfin, ah non, quand mais il on a oublie. fait quand on a fait le plan 2050, c'était en 2010, les accords de Paris, si je dis pas de bêtises.
et 2050, c'est demain, c'est une génération, c'est 25 ans. Ouais, exactement. Donc ouais, On est très, très loin, hein. on en est loin, ouais. Hem, on en est où par rapport à l'Europe, pour le parc immobilier en Ouais, Suisse? Pour toutes ces questions-là, de durabilité, de métriques ESG de manière on générale? Tu me disais d'ailleurs on peut-être est intéressant, peut-être juste avant de parler de mmh ça, excuse-moi, je te coupe, mais on en a parlé avant en off, mais vu que vous développez en Allemagne maintenant, mh. hein, chez FPRE, hem, heu, ils en sont alors disons, ils en sont où eux là-bas par rapport à nous ici? Sur, les données et la qualité de Ouais. où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils ont comme visibilité sur les Alors objectifs la climatiques et cetera? l'Allemagne, c'est aussi un pays qui est fédéral, donc il y a des Bund, et la qualité des données est donc c'est un pays qui est beaucoup plus grand, qui est à peu près 10 fois plus grand que la Suisse, en termes de nombre de bâtiments, nombre d'habitants et cetera. Et la qualité des données, on a malheureusement pas d'OF on a aussi un OFS en Allemagne, pour simplifier, mais on a moins de données, de bonnes données centralisées. Heu, dans d'autres pays comme l'Allemagne. Donc l'Allemagne, il y a aussi des données, c'est juste qu'elles sont moins centralisées, elles sont de moins bonne qualité. Donc ça, c'est un gros travail voilà, d'adaptation, de recherche pour proposer aussi des modèles qui fonctionnent sur l'ensemble de l'Allemagne. Après si on regarde d'autres modèles comme la France, par exemple, la France qui est plus centralisée, elle a, il y a une qualité des données qui est quand même bien plus haute en France, par rapport à l'Allemagne, et qui est, d'après moi, à peu près comparable à la Suisse. Même si en Suisse, on a enfin, voilà, que ce soit l'OFS ou Suisse Topo, c'est vraiment des joyaux qu'on a en Suisse parce qu'il y a vraiment, voilà, c'est des données qui sont excellentes. Alors OK, les données du REC-BL sont variables en qualité, mais on a quand même des super données en Suisse, qui sont pas parfaites, mais qui sont, voilà, qui sont déjà très bien. Donc ça, c'est pour la partie données, et après tu me posais la question sur la partie où est-ce qu'on en est d'un point de vue L'état du ESG. parc, quoi. Ouais, l'état du parc immobilier, en En Suisse, il y comparaison a en Suisse, internationale. il y a toujours 2 tiers des bâtiments qui sont chauffés au fioul, enfin qui sont chauffés aux énergies fossiles, pardon, donc au fioul ou au gaz, ce qui est énorme. Donc on a une grosse dépendance par rapport à ça. L'Allemagne est moins bonne, d'un point de vue purement, on va dire, émissions, écologie, sur ces questions-là parce qu'elle a encore, des centrales à charbon. Elle a beaucoup de gaz, donc j voilà, on n'est pas on d'après moi, il y a plus d'émissions, on va dire, liées aux bâtiments en Allemagne. La situation est un peu moins bonne, et après en France, l'intérêt de la France, c'est qu'ils ont le nucléaire. En France, qui est par définition très peu, qui est pas forcément renouvelable, mais qui est très peu, on va dire, émetteur de CO2. Et ça, c'est une des grosses forces de la France, c'est qu'ils ont, voilà, ça peut ils arrivent à se chauffer avec très peu d'impact CO2. Donc ils ont un parc qui est vieillissant aussi, ça c'est aussi un gros problème, hein. Ils ont aussi des soucis au niveau des subventions qui, voilà, c'est beaucoup d'administration, du coup, c'est pas forcément facile de se faire rembourser ces travaux de rénovation. Donc ils rénovent clairement pas assez vite. Par contre, ils partent quand même avec un avantage énergétique, du fait que, voilà, ils sont un petit peu adossés au nucléaire, donc ce qui permet un petit peu de réduire l'empreinte carbone, même si le nucléaire, ça reste de l'électricité, et du coup, le gros de l'empreinte carbone, c'est pas l'électricité. Le gros de l'empreinte carbone, c'est le fioul, c'est les transports, c'est le gaz, et ça, tous les pays d'Europe restent hyper dépendants, à ces énergies fossiles. Donc ils sont pas tellement beaucoup plus proactifs que nous et beaucoup plus avancés que nous? Nulle part vraiment, quoi? Non, non, on peut pas dire ça. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. OK. On a Voilà, on a ce net zéro à atteindre d'ici à 2050. La Et ça, Suisse est c'est de partout pareil, loin, hein? ça c'est partout pareil, Ouais. quelles que soient les utilisations, qu'on soit dans du logement, dans du bureau, voilà, c'est net zéro 2050. Mais on est tous dans le même bateau, et plus on retarde le problème, plus le problème sera difficile à traiter, dans le futur. Et tu allais dire la Suisse, c'est de loin? La Suisse est de loin, non, je pense qu'on est
on n'est pas foncièrement pire ou meilleur, quoi. Je pense qu'il y a des OK. choses où on est peut-être un peu plus avancé. Je pense d'un point de vue data, données disponibles, on est vraiment bon en Suisse. Encore merci à l'OFS. Merci, pas seulement à l'OFS, mais aussi aux offices de la statistique au niveau cantonal. On a vraiment accès à des données qui sont vraiment très utiles. Mais voilà, le parc bâti est vieillissant. On a construit après-guerre comme beaucoup de pays d'Europe. On a construit dans les années, 60-70, où il y a vraiment eu un boom de la construction et on a pris ça, enfin on n'a pas on a ensuite rénové. C'est marrant, les cycles de rénovation énergétique, ça suit souvent les prix de l'énergie. Donc quand tu as une explosion des coûts de l'énergie, genre pic pétrolier, derrière direct, tu as une nouvelle norme qui sort, SIA, qui dit: «Ah maintenant il faut isoler comme ça». Et du coup, bah, tu arrives un peu à suivre la performance des bâtiments en suivant le prix de l'énergie. Donc il Et faudrait du une coup, crise là, c'est ça que tu dis? bah, maintenant il y a une norme SIA qui te dit, alors il faudrait qu'il y ait une crise, non, maintenant il y a déjà une norme, en fait, il y a la crise, enfin il y a la crise, c'est qu'il faut être à voilà, on a un problème Ah, c'est énergétique ça, OK. et faut arriver à zéro assez vite, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a une norme qui est sortie. C'est que maintenant il y a une base qui est claire, qui dit: «Bah, voilà, tu as du logement, il faut atteindre telle valeur». Ouais. Rapidement, avant de terminer cet épisode, est-ce qu'en pratique, est-ce que tu arrives à expliquer en 2-3 mots ce que c'est la SRE, la surface de référence énergétique Ouais, pour les gens? Parce que c'est une donnée qu'on voit de plus en plus maintenant, hein, de ouais, plus en plus importante, ouais. mais c'est pas clair pour tout le monde. Mmh. Donc SRE, la surface de référence énergétique, donc pour schématiser, pour faire simple, en gros, c'est la surface chauffée, pour faire très simple. Donc c'est la surface du bâtiment qui est chauffée. Souvent, c'est une surface qui doit être déterminée soit par un ingénieur thermicien, soit un architecte peut également la calculer. Il y a aussi ce qui est aussi possible, c'est de directement rentrer une surface habitable nette, et sur la base de cette surface habitable nette, il y a des facteurs de conversion qui fonctionnent quand même assez bien. Donc souvent, on peut essayer de l'estimer comme ça. Mais une Et cave au sous-sol, ça fait pas partie de la surface si de. c'est pas chauffé, non. OK, d'accord. Ouais, si c'est pas chauffé, non. C'est vraiment c'est des zones qui sont chauffées. Alors il peut y avoir ça existe, hein, des parkings chauffés, j'en ai vu. Ouais. Donc c'est vraiment la surface qui est chauffée, quoi. Et on compte les murs ou pas? Ou Ah, c'est ça, c'est une bonne question. que la surface habitable intérieure Je nette crois pas qu'on compte les entre les murs, murs? non. OK, d'accord. Ouais. Ah donc c'est vraiment de la surface habitable nette? Ouais, mais Non, parce que non, parce que tu as les communs tu les aussi, communs, enfin, et cetera, ouais, ouais, OK. tout à fait, Non, d'accord, ouais, ouais. Non, c'est ouais. OK, parfait. Souvent, tu as un facteur de 10 à 20, 30 selon les utilisations. Donc tu prends ta surface nette que tu multiplies par entre 1,1 et 1,4 pour être large, et puis tu as une estimation de ta surface de référence énergétique. Mais ce D'ailleurs, serait pas elle est aussi disponible dans le Reg BL, s'il est bien renseigné. Donc ah waouh! c'est la Ah ouais? mission des communes de remplir le Reg BL. Donc chaque commune, quand il y a un permis de construire, elle doit remplir le Reg BL avec les caractéristiques. OK, il y a un logement avec telle surface, et elle doit aussi remplir la Ouais. surface de référence énergétique. Et normalement, si la commune a bien travaillé, a eu les informations, qu'il faut, elle est aussi censée le rentrer donc dans le Reg BL. Si on va en ligne sur Suisse Topo, on peut aussi lire directement la valeur. Ouais, mais ça marche pour les nouvelles, données. Les bâtiments des années 70, ils avaient pas ça. Sauf s'ils ont été rénovés, qu'il y a eu une nouvelle demande de permis de Ouais, construire et que OK, c'est repassé, mais ouais, c'est juste, ouais. OK. Ouais. Ah waouh, c'est intéressant ça. Mais par exemple à Mais c'est Zurich, en fait la commune de Zurich, il y a beaucoup de bâtiments où il y a la SRE dedans, même dans l'ancien. C'est vraiment, les communes qui doivent travailler là-dessus. Donc il y a des communes qui OK, s'y attaquent et même les vieux bâtiments, ils les analysent et puis ils renseignent la SRE derrière. OK, ce qui vous arrange bien, vous. Ouais, nous, ça nous Le arrange bien, le ouais. Ouais. et du coup, en fait, la surface de référence énergétique, ça doit ressembler à la surface habitable, tout court. Ça veut dire surface de dégagement, Mmh. surface d'installation et surface habitable nette des logements. Donc, surface utile Oui, principale. ouais, 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 ce sera à vérifier, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais pour moi, c'est la OK. surface chauffée, vraiment. Ouais, OK, Ouais. OK. Ouais. Ouais, Après ce qui doit correspondre, hein, tout dépend mais ce que tu ouais. veux, enfin, chaque bâtiment, va être un petit peu, il y a des bâtiments qui vont avoir des communs chauffés, Ouais. et d'autres bâtiments où ils vont vraiment chauffer le strict minimum, et ça dépend un petit peu ce que tu mets dedans. OK. J'imagine, doit y avoir une traduction avec la SIA 416, je pense, hein, pour Exactement, la ouais, surface, ouais. ouais. Et puis,
Une dernière question, c'est peut-être des benchmarks de coûts de rénovation, je dirais pour une maison individuelle ou un immeuble Ouais, locatif, ouais. tu vois, pour une Ah, rénovation ça, c'est énergétique intéressant parce que globale. du coup, j'ai fait des stats aussi, parce que je me suis OK, amusé parce que du coup, avec REMS, on a, tous les trimestres, on analyse l'entièreté du parc de Suisse. Donc il y a les 3 millions et quelques bâtiments qui sont dans le REC BL qui passent à travers l'analyse et du coup, ça varie un petit peu d'un canton à l'autre. Donc si on regarde dans la globalité pour, en termes de coût d'investissement, donc si maintenant je veux faire de la rénovation, par mètre carré, au global en Suisse, pour de la maison individuelle, on est autour de, si je dis pas de bêtises, ouais 700, on va dire 700 à 800 francs du mètre carré. c'est pas cher, hein. C'est pas Ça, cher. c'est rénovation énergétique, hein. Ça, c'est rénovation énergétique, ouais. Ça Donc là, on englobe a quoi en regardé, on gros? a passé, en gros, on a passé tous les bâtiments dans REMS, on a regardé lesquels étaient mal chauffés, auxquels on change le système de chauffage. OK. On regarde également, lesquels ont un potentiel solaire et lesquels ont besoin d'être isolés. Et du coup, on est entre, alors ça dépend des cantons, hein. Sur Zurich, on est entre, en gros, entre, ça dépend des bâtiments, mais entre, 800 et 1 100 francs du mètre carré. Il y a des grosses différences entre immeubles et Ouais, maisons ou mais pas? ça, c'est net. Ça, c'est les coûts nets. Donc quand tu Les as subventions? enlevé tes subventions, quand tu OK, as tout enlevé, donc c'est vraiment ce qui reste à la charge du propriétaire. OK. Si tu prends le coût, global, sans subvention, on est plutôt autour des 1 200 francs Ouais. du mètre carré. C'est chauffage, isolation, Ouais. Chauffage, isolation, panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux ouais. photovoltaïques, Ouais, OK. ouais, Ah, c'est intéressant. ouais. Mais par contre, ça te permet de réduire en moyenne tes coûts, tu vois, ça permet de réduire tes coûts d'exploitation en moyenne de 60 francs par mètre carré. OK. Donc tu arrives à réduire un petit peu, voilà, donc tu peux, donc sur un loyer à 200-250 francs, donc dans des zones un petit peu moins chères, on va dire, ça peut vraiment avoir un impact énorme, heu, sur un loyer, en fait. Si tu arrives à pour ton locataire, ça peut être un avantage énorme et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment les bâtiments qui sont, on va dire, les moins bien placés, qui sont aussi les plus à risque. Et ça veut dire que rapidement, si je fais un Ouais, calcul, hein, ouais, je fais un calcul très rapidement. 60 francs par mètre carré pour 200 mètres carrés, ça fait 12 000 francs par année. OK. ouais, D'économie, je veux dire après tes travaux. ouais, ouais, plus ou moins, ouais. Pour des bâtiments, on va dire émissifs, hein, donc on parle que des bâtiments qui ont besoin Ouais, ouais, tout à fait, tout à Ont fait. besoin Ouais, d'être, alors ça s'apparente à une maison, mais je veux dire, c'est ouais, bon, on va dire, on pourrait ça, c'est faire pour les bâtiments moyens, ouais. on pourrait faire la même chose avec, on pourrait faire la même chose avec un bâtiment qui fait 1 000 m², hein, je veux dire, c'est un immeuble. Mmh. OK, donc on sera à 60 000 francs d'économie par année, Ouais. prix par mètre carré, bon, pour 1 000 m², hein. Et pour des Heu, bâtiments qui sont très émissifs, ouais, c'est pas, enfin, qui sont très consommateurs d'énergie, mais mazout, et pour un investissement à tu m'as dit, c'était combien le mètre carré? ouais, 1000, je sais pas, disons 1 200 francs, ouais, dans ces eaux-là. 1 200 francs, donc 1,2 million. Ouais. C'est du 5 de rendement. Ouais. Ça Ouais, fait du ça, sens. c'est pas 5 à déc 6 de c'est pas rendement. déconnant. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que ça se rentabilise quand même. Bah oui, ça se rentabilise, ouais. 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 La, en fait, la durabilité, ça a un côté, ça se rentabilise et ça se prévoit, enfin, c'est vraiment une vision long terme. C'est un petit peu ça le c'est un petit peu ça qui bloque les gens, c'est qu'ils veulent pas. Ils veulent quelque chose qui soit rentable tout de suite. Non, c'est quelque chose qu'on fait maintenant pour que ce soit rentable plus tard. Et là, on parle à coût d'énergie constant. Mmh mh. L'énergie risque pas d'être moins chère dans le futur, sauf, Comme le coût de la rénovation. comme les coûts de rénovation. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est un calcul, on va dire, sur un coin de table. Si on met ça en plus dans un DCF, donc en disant qu'un franc aujourd'hui n'a pas Il y la a de même valeur qu'un l'inflation. franc Ouais, dans 50 ans, c'est encore plus, je pense que c'est encore plus intéressant, quoi. effectivement. Ouais. Alric, merci infiniment. Je pense Merci à qu'on a fait toi. un bon tour. Ouais. Est-ce qu'il y a une conclusion à apporter ou bien, on Non, a fait un merci bon à toi tour? pour l'invitation. Si bah, j'invite, tes auditeurs, tes auditrices à essayer REMS, c'est gratuit. Heu, N'hésitez pas à vous inscrire, et puis un petit peu à tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler et puis, oui, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir. Merci Alric. Merci beaucoup. Ciao.